Sommes-nous à la hauteur de nos enfants? À l'occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, la chaîne Arte ouvre un cycle de programmation à hauteur d'enfants jusqu'au 22 novembre. L'enfance dans l'œil du documentaire, cycle présenté par notre invité, le rappeur poète Oxmo Puccino, alors que son nouvel album La Nuit du Réveil vient de sortir dans les bacs et qu'il a entamé une tournée qu'il conduira prochainement à Mérignac, à Lausanne, à Strasbourg ou encore à Paris. Ce sera le 8 décembre prochain à La Cigale. Bonjour Oxmo Puccino. Bonjour. Nommé ambassadeur de l'UNICEF, c'était en 2012. Vous avez dû déjà un peu voyager avec l'UNICEF à leur demande. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, en fonction des territoires où vous êtes allés, des pays où vous vous êtes rendus, qu'on est vraiment loin d'être tous égaux dans l'enfance ? Je pense qu'on ne peut que constater ça, justement. Il n'y a pas besoin de prendre l'avion, il suffit de s'asseoir et d'observer le monde autour de soi. Mais c'est vrai que voyager vous permet de relativiser ce qui se passe chez vous, en effet. Ouais. Et si des organismes comme l'UNICEF œuvrent sans arrêt, c'est bien parce qu'il n'y a que des inégalités, uniquement. Et à divers degrés en plus. Lesquels ? L'éducation, la santé, même au niveau de l'accompagnement, la famille, la natalité, enfin tout ce qui touche à l'enfance avant même qu'ils mettent les pieds au monde. Vous êtes allé où avec l'UNICEF ? J'ai été à Haïti, j'ai été en Guinée, dans les provinces, j'ai été à Dakar, au Sénégal, je vais dire, j'étais au Sénégal. Pour ce que je me souvienne, j'étais au Nord Mali. J'étais au Niger aussi. Ouais, au Niger. C'était le dernier voyage, c'était au Niger, je crois. Il y a 10 ans, exactement, à la demande de l'UNICEF, avant d'en devenir l'ambassadeur, vous aviez composé « Naître adulte » sur le thème de l'enfance. Naître adulte, c'est nourrir sa famille avant d'apprendre à lire. Pour ça, papa m'a souvent dit, si tu te couches tard, tu te cultives. Le poison de ce monde, c'est l'ignorance, les plus fragiles, coupables d'innocence. L'enfance est un long voyage, l'arrivée dépend du paysage. À ceux dont les yeux n'ont plus d'étincelles, nous chantons cette mélodie qui rappelle que le secret des plus grands trésors se tient dans les poings d'un bébé qui dort. Naître adulte, arriver sur terre par catapulte, en espérant que les grands répondent, on va chanter pour changer le monde. Naître adulte, c'est voir le jour au crépuscule, en espérant que les grands répondent, on va chanter pour changer le monde. Le poison de ce monde, c'est l'ignorance, dites-vous dans cette chanson Oxmo Puccino. Et Balzac d'ajouter, l'ignorance est la mère de tous les crimes. Le poison de ce monde, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, ou le non-accès à l'éducation, pour vous, aujourd'hui, ça reste encore aussi le poison de l'enfance. Oui, d'abord, la santé, tout d'abord, la santé et la nutrition, qui sont souvent dues à des situations géopolitiques. Et puis, en dehors de ça, c'est toujours incroyable de pouvoir constater que dans toutes les situations, les enfants ont soif d'apprendre et aiment ça. Et donc, j'ai eu le privilège de pouvoir constater des écoles qui ont été construites avec des tantes, des professeurs qui étaient impliqués, vraiment, une question de vie, et des enfants qui étaient heureux d'apprendre à lire, apprendre à parler, même s'ils ne parlaient pas le même dialecte. Et c'est vrai que dans un camp de réfugiés où il n'y a vraiment aucune possibilité de pouvoir se divertir, l'école prend une place encore plus importante, oui. Oui. Dans Les Misérables, en salle mercredi, ce sont les mots de Victor Hugo que Ladjli, votre complice, invité de la première partie, a choisi de faire résonner. Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Vous êtes d'accord avec lui ? Tout à fait, totalement, oui. C'est pour ça que je suis très concerné par l'enfance, parce que j'ai vraiment l'impression d'apporter quelque chose au futur en essayant d'aider de manière large, parce que c'est me rappeler toujours que quel que soit l'adulte, il a toujours été un enfant et que c'est là que ça s'est passé. C'est là que ça s'est passé pour toute la suite. Et donc forcément, lorsqu'on donne la notion d'espoir à un enfant qui n'a rien à perdre, peut-être qu'on a sauvé beaucoup de gens, en fait. Ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, que des mauvais cultivateurs. Qui sont les cultivateurs ? Quelles leçons en tirer ? Qui sont les responsables aussi ? C'est assez compliqué, c'est un peu comme un cercle vicieux, parce que les responsables,
ont souvent eu des problèmes dans leur enfance qu'ils n'ont pas pu régler et qui n'ont fait que transmettre depuis des générations. Et c'est pour ça que je crois beaucoup en l'aide qui peut provenir ailleurs que de la famille. Et c'est souvent ça d'ailleurs. Ouais. Parce que la famille n'est pas toujours armée. Voilà, la famille n'a pas les armes, les outils nécessaires. Elle a même pas, souvent les cultivateurs n'ont pas reçu eux-mêmes le nécessaire pour pouvoir aider leur progéniture. Donc je pense qu'il faut plutôt chercher des solutions que des fautifs parce que c'est concentrer son énergie au bon endroit. Ladjli, je disais complice, camarade, parce que vous avez ensemble participé à l'aventure, notamment du collectif Courtrajmé. Vous vous êtes croisés tout à l'heure Oui. entre deux portes de studio avec un passage de relais. Quel travail mène ce collectif aujourd'hui, dont est issu Ladjli et auquel vous êtes associé, notamment à travers son école de cinéma, Oui. qui est installée à Clichy, sous bois? Là, on est dans la transmission pure. Voilà, dans la transmission pure, dans la propagation de nos idées artistiques, multiculturelles, et de cette motivation de changer le monde avec tout ce qu'on a en main, et surtout avec l'autre. Parce que je pense que c'est ça qu'on essaie de transmettre, c'est que c'est ensemble qu'on peut y arriver, qui qu'on soit. Et c'est la leçon qu'on essaie de transmettre, et quand je vois des jeunes arriver aux ateliers avec cette même motivation, parce qu'ils se sont retrouvés dans cette démarche, qui nous a fait faire des choses incroyables depuis 20 ans, pour moi, c'est une petite décharge d'optimisme. Voilà, c'est ça. Je me dis que oui, c'est vrai que c'est difficile, on a toutes les raisons pour abandonner, il paraît, mais lorsqu'on voit ça, c'est une motivation et c'est un petit chemin lumineux qui se trace. C'est vraiment ce que je vois. C'est un collectif qui est intimement lié à la musique. Oxmo Puccino Courtrajmé travaille sur l'image, des clips et des cours pour commencer. Quel rapport ont les jeunes aux images, justement? Cette bataille des images qu'on dit, est-ce qu'elle se joue aussi là, dans ce type d'école, dans ces associations qui cherchent à éduquer le regard? Et est-ce que c'est important de le faire, notamment pour, comme le disait Ladjli tout à l'heure, dans les quartiers, que chacun puisse produire ses propres images pour changer les représentations? Ce qui est important avec cette transmission, c'est la leçon à donner, c'est en fait la distance, le chemin qu'il faut parcourir entre les éléments qu'on a en main et ce qu'on veut traduire de notre émotion. Et c'est ça le plus difficile pour un artiste, je pense, c'est d'être précis entre son discours, la manière dont il veut le présenter et la manière dont le public va le recevoir. Et je pense que tout ce jour-là, parce que aujourd'hui, tout est dans l'image, et on oublie que malgré tout, ça reste un énorme travail, quoi. C'est-à-dire que ceux qui arrivent se rendent compte, les élèves qui arrivent se rendent compte que pour faire une belle image, il faut toute une équipe. Il faut un monteur, il faut un ingénieur du son, il faut un cadreur, il faut un chef opérateur, et tout ça juste pour une image. Et je pense que c'est important de le savoir, de l'apprendre lorsqu'on veut s'engager là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu réalisateur, tout le monde est un peu photographe, mais pour raconter une histoire, ça demande beaucoup, beaucoup plus de connaissances, de savoir-faire et d'accompagnement. C'est pareil en musique? En musique, non, c'est pas pareil en musique. D'ailleurs, en musique... Vous, qui vous a transmis? Moi, qui m'a transmis, c'est quelque chose qui était inné, c'est quelque chose qui était dans la famille, l'importance de la musique, de ce que ça pouvait apporter. C'est quelque chose avec lequel je suis né. Et ensuite, ça a été les rencontres que j'ai pu effectuer au fil du temps, sans vraiment me rendre compte que c'était de la musique, c'était de l'échange musical. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte que de la richesse que j'ai pu récolter. Mais je voyais pas ça comme une science. Voilà. Autour de moi, je n'avais pas beaucoup d'artistes. Donc j'ai longtemps pratiqué à l'aveugle, en m'appuyant sur mes émotions. Et c'est plus tard que j'ai pu traduire et comprendre ce qui me donnait cette émulation. Voilà, c'est plus tard que j'ai pu comprendre. C'est pour ça que quelquefois on a des choses qui vous restent en tête, qui sont décisives, mais qui vous restent en tête tant que vous ne les avez pas comprises. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que quelquefois, certaines choses prennent 40 ans à être comprises. Voilà, 40 ans. Ça y est, vous l'avez vécu, vous l'avez passé, votre nuit du réveil, hein, oh oui, à l'entendre là. Et pour reprendre le titre de ce nouvel album. Bien sûr. C'est quoi? C'est la prise de conscience qui peut arriver un jour, un matin, et qui est évidemment beaucoup plus progressive. Exactement. Le temps d'une nuit. Exactement, c'est ça.
Les temps d'une nuit, je dirais que c'est les temps d'une nuit parce que la vérité vous tombe dessus à ce moment-là, mais c'est une nuit qui peut être une image d'une période qu'on traverse, une période difficile. Voilà. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on se réveille au milieu de la nuit, on espère deux choses, c'est pouvoir se rendormir et espérer que le matin arrive. Et c'est une métaphore de ce moment de vie. Voilà. La nuit du réveil, c'est votre nouvel album, Oxmo Puccino. Et on récapitule, nommé ambassadeur de l'UNICEF en 2012. Aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et pour l'occasion, la chaîne franco-allemande Arte s'associe à cet événement. Et elle rappelle toutes les évidences peut-être qu'on a pu évoquer sur les inégalités aujourd'hui, les inégalités dans et devant l'enfance, à travers une série de documentaires. Des enfants syriens, ukrainiens ou encore indiens, mais aussi une école dans une cité minière de Belgique ou encore dans un hôpital pour enfants malades, à travers plusieurs films, une majorité de documentaires, je le disais, et quelques longs métrages de fiction aussi, comme Boyhood de Richard Linklater. Arte nous appelle à ouvrir les yeux sur la situation des enfants. Vous animez, vous présentez cette série de documentaires. On va y entrer tout doucement avec vous et avec un premier documentaire extrêmement réaliste, extrêmement important. Il vit aujourd'hui en Allemagne sous protection policière. C'est une enquête en immersion dans les rangs des combattants salafistes réalisée il y a 5 ans dans la région d'Idlib au sein d'une famille de 8 garçons. Le réalisateur syrien s'est présenté comme un sympathisant de la cause djihadiste. Extrait, et on en reparle après, de djihadistes de père en fils, des enfants pris dans une idéologie mortifère, film qui sera diffusé demain à 20h50, documentaire de Talal Derki. La guerre va durer longtemps encore. Ce sera une longue bataille, mon frère. Si Oussama prêtait allégeance à Al-Nosra, il le prendrait? Non, il est encore trop petit. Ils vont pas l'envoyer au combat. Il faut qu'il grandisse encore un peu. Ils l'enverront pas au combat avant qu'il soit devenu grand. Si Dieu le veut. Si Al-Nosra ne le faisait pas, je l'enverrai moi-même au combat. Quel âge il avait quand tu as été emprisonné? Il avait 4 ans. Et comment c'était la séparation? C'était très difficile. Je vais te raconter quelque chose. Quand on a été transféré d'Idlib vers Damas, on m'avait bandé les yeux. La route passe juste à côté de notre ferme. C'est la route internationale. Quand on se rapprochait de ma maison, je sentais l'odeur d'Oussama. Le seul dont je sentais l'odeur parmi tous. Une fois, j'ai essayé de lever la tête et le gardien m'a frappé et m'a demandé de garder la tête baissée. J'ai pensé, est-ce qu'un jour je pourrais te serrer encore une fois contre moi, Oussama? Extrait du documentaire djihadiste de père en fille, Oxmo Puccino. Il veut de père en fils parce qu'il a 8 garçons de mémoire. Oui, mais son grande fratrie. Il y a aussi des filles qu'on ne voit pas. Voilà. Et Oussama, dont il dit qu'il est trop jeune encore pour aller au combat, mais qu'il espère qu'un jour il rejoindra les rangs de Al-Nosra. Et qu'on sent aussi quand même, à travers cette manière dont il a de parler de son fils, à la fois la fierté, l'amour qu'il peut porter pour lui et le funeste destin qu'il peut aussi éventuellement lui prédire. C'est indiscutable. Ouais. C'est-à-dire que l'amour qu'il a pour son enfant est indiscutable. Et la foi qui l'anime est encore moins discutable. Et ça prête à réfléchir, forcément, parce que chaque parent est responsable de l'éducation de ses enfants. Et dans le contexte dans lequel ils évoluent, cette manière d'éduquer son enfant est naturelle. Donc forcément, vu de notre position, c'est incompréhensible, mais ça invite à la réflexion. Ça invite à la réflexion d'un père qui aime ses enfants de manière inconditionnelle, qui partage ce destin, parce que c'est leur destin. Et je me suis demandé, en écoutant ce père qui, dans ses propos, était plein de poésie aussi, lorsqu'il s'adresse à ses enfants, depuis combien de générations ils sont en guerre. Voilà. Mais oui, c'est ça, c'est ce que j'ai appris en voyageant et en allant voir les enfants dans des situations difficiles, c'est que la notion du bien et du mal est souvent particulière. Moi, dans ce documentaire, ce qui m'a frappé, c'est que on voit les enfants dans les camps d'entraînement. Ça déjà c'est bon. Et entre les 2 séances de tir,
Ils continuent à jouer avec des pierres. Et tout ce qu'ils veulent, c'est aller jouer aux jeux vidéo. C'est cruel. Ouais, c'est cruel. Mais dans leur monde, ils construisent de cette manière-là. Et autre exemple de petite cruauté à voir dans ce film, c'est la manière dont ils peuvent tuer l'oiseau et la fierté avec laquelle ils viennent raconter au père comment ils ont fait des enfants. Qui les félicitent. Des enfants déscolarisés qui jouent à la guerre, des aînés d'une fratrie envoyés dans un camp d'entraînement au djihad. Le réalisateur Talal Derki dit avoir aussi voulu filmer, montrer la violence dans les têtes. Oui, c'est vrai qu'ils sont dans une situation de guerre. Les enfants qui l'éduquent sont nés dans une situation de guerre. La notion de paix n'existe pas. Le salut ne peut venir que par la victoire contre l'ennemi qui est contre leur Dieu. Donc, comment on peut parler de raison, quoi. Voilà, non. Moi, je suis désarmé. Je suis désarmé parce que on reste toujours dans ce schéma des enfants qui veulent faire plaisir à leurs parents pour être encore plus aimés. Et là, forcément, ça échappe à toute notion politique, géopolitique. Ça part toujours de là. C'est ça qui me... J'avais lu un très très bon livre c'est Toby Nathan qui a écrit Les Amérantes, qui raconte l'itinéraire de plusieurs djihadistes. Et en fait, le point commun, c'est toujours le manque d'amour. Le manque d'amour qui n'ont pas réussi à surpasser pour se créer une identité assez forte pour résister à des combats qui peuvent devenir physiques et très violents. Pour interroger la frontière aussi entre le bien et le mal, ce documentaire de Talal Derki est à relier peut-être à un autre documentaire de Mohammad Farrokh Manesh, Une enfance à l'extrême droite. Là, ce sont des petits-enfants de nazis ou issus d'une famille d'extrême droite qui... là encore, ont évolué, grandi dans l'idéologie de leurs parents ou de leurs grands-parents et qui, pour certains, ont réussi à prendre leur distance, à se démarquer de leur famille, à trouver leur propre voie, quand d'autres, au contraire, poursuivent le travail presque entamé par leurs parents, reprennent le même positionnement en société. Comment faire quand on a été élevé comme eux aussi, dans la haine de l'autre, Quand on est face à un immeuble, il faut savoir qu'on ne pourra jamais en faire une villa. Et c'est ça, je reviens là-dessus, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été construit, peu importe que le moule soit cassé, on garde la forme et on peut la transmettre. Et c'est toujours là, quoi. C'est-à-dire que moi, ce reportage, je retiens cette petite fille qui a été élevée par son grand-père. Et quand on sait l'amour qu'on peut avoir pour ses grands-parents, qui est différent et quelquefois d'une autre force que celle qu'on peut ressentir pour ses parents, c'est encore moins discutable. Et forcément, tout est fait, quoi. Tout est dit. Ce que papy a dit, c'est ça. Et puis le remettre en question, renverser son identité, j'ai l'impression que c'est des choses auxquelles on peut souvent être confronté par les rencontres que j'ai pu avoir. Mais je pense que étudier les enfants, c'est la meilleure manière de comprendre ce monde. Voilà. C'est ce que je me dis. Ce que je me dis parce que à chaque fois que j'ai vu ces reportages, je l'ai extrapolé sur tous les personnages de notre histoire qui ont défrayé la chronique, historiquement, politiquement. Et je me suis toujours dit que ça venait de leur enfance. Ça partait toujours là. C'est rarement dans l'adolescence qu'il se passe quelque chose qui vous bouleverse. Et d'ailleurs, lorsqu'on vient me voir pour défendre une cause, j'essaie toujours de déceler si la motivation de la personne vient d'une implication personnelle, d'une démarche réfléchie, ou si ça vient de son enfance. Parce que si ça vient de son enfance, ça la dépasse. Nous ne sommes que des conséquences, notre passé commence avant la naissance. Oui. Qui a dit ça ? C'est moi qui l'ai dit. Dans une chanson. Que je répète depuis tout à l'heure, en fait. Oui, c'est ça, en fait. L'enfance dans la guerre, c'est le cas de Oleg, 10 ans, qui vit à 2 km de la ligne de front du Donbass, où s'affrontent depuis 2014 l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes.
On va écouter un extrait de cet autre documentaire diffusé mercredi sur Arte à 23h15, disponible comme tous les autres films dont on vous parle aujourd'hui, ce midi, disponible sur arte.tv. Documentaire de Simon Léreng-Villemont, Oleg, une enfance en guerre. Ça tombe par là, de ce côté. Oui, j'ai vu, ça vient de la rive d'en face. D'où est-ce qu'ils tirent, tu crois? Je t'ai déjà dit, de là-bas. Je sais pas, là-bas au loin. Chut. Écoute. Ils ont encore tiré. Ça va recommencer? Non, ça y est, ils ont tiré. Voilà, ça c'est la musique avec laquelle ils grandissent, ces enfants, ce Oleg dans ce film qui sera diffusé après-demain sur Arte. Moi, ce qui me frappe, c'est l'absence de peur. L'absence de peur et le jeu qui est devenu le calcul du temps qui passe entre deux explosions et l'attente de la fin du énième bombardement. Et c'est fou ce que peut décupler un enfant pour survivre et essayer de rester un enfant. Mais c'est déjà perdu, c'est déjà parti. À partir du moment où on n'a plus peur, un enfant n'a plus peur, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini, il y a une grande partie des émotions qui a disparu. Je sais pas comment dire en fait. Oui, et on voit à travers lui, il y a presque une science de la guerre qui s'acquiert très tôt, très jeune, dans la manière dont il échange là-dessus, sur ces zones de tension avec sa grand-mère. Et donc forcément, on peut s'inquiéter pour leur adolescence. Est-ce qu'à chaque fois que vous voyez ces films, vous vous demandez, vous, Oxmo Puccino, comment grandiront ces enfants ? Est-ce que c'est le cas avec les enfants de djihadistes, comme on écoutait tout à l'heure ? Est-ce que c'est le cas avec Oleg ? Quel adulte sera-t-il demain ? Et on peut se poser la même question en voyant, pour ceux qui fonceraient le voir mercredi, Les Misérables de Lajli, comment vont grandir ces enfants ? Je pense qu'il y a peu de surprises, hélas. C'est pour ça qu'il faut s'occuper des plus jeunes dès maintenant, parce que c'est déjà trop tard pour beaucoup. Et tout ce que moi j'espère de ces enfants qui vont grandir, comme on le sait, comme leurs parents et comme leurs grands-parents, sauf s'il se passe quelque chose d'incroyable, tout ce que je retiens, c'est que il faut s'occuper des jeunes, des tout petits, des jeunes aujourd'hui, des petits jeunes aujourd'hui, vraiment. Quelle importance à ces âges-là de connaître déjà ses racines, de savoir d'où l'on vient, les déplacer, les déraciner. Oxmo Puccino, il y a 2 ans, vous avez aussi, à travers ce rôle d'ambassadeur de l'UNICEF, rencontré des enfants déplacés ou réfugiés en provenance du Nigeria au Niger, oui, dans cette région, une région instable, la région de Difa, à l'est du pays. La plupart fuyaient aussi les attaques du Nord Mali. Du Nord Mali. Quelle importance pour eux de savoir à l'avenir aussi, qu'on leur raconte leur histoire, qu'ils sachent d'où ils viennent, ce qu'ils ont fui avec leur famille. C'est lorsqu'on n'a pas d'identité qu'on est ouvert au pire. Et vraiment, c'est la plupart des problèmes que peut traverser un pays et par le manque de connaissance de son histoire. Et ça, aucun pays n'y échappe. Et je pense que pour fonder une famille, pour essayer de toucher ce rêve qui est commun à tous, moi, j'ai pu le constater parce que lorsque je suis monté donc dans le nord du Niger, à la frontière du Mali, je parlais à des jeunes qui avaient mon âge, qui écoutaient les mêmes musiques que moi, qui parlaient la même langue, parce que je parle bambara aussi, et on a les mêmes, on a les mêmes envies, on a les mêmes buts, et c'est sans identité, on ne va nulle part. Sans identité, on ne va nulle part. On ne fait que faire naître au monde des âmes errantes, de la tristesse. Et j'ai toujours l'espoir, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte grâce au web aussi, une sorte d'écoute, de lien international qui peut se faire, qui peut évoluer, et ça se passe déjà aujourd'hui. Il y a beaucoup de systèmes qui se mettent en place. Donc moi, je vois du bon aussi dans la technologie. Voilà, je vois un salut là-dedans aussi, je veux dire.
Le rappeur, poète Oxmo Puccino est notre invité jusqu'à 13h30 à l'occasion de l'ouverture d'un cycle de programmation. C'était ce week-end jusqu'au 22 novembre par la chaîne Arte. Programmation spéciale à hauteur d'enfants à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. France Culture, 13h20. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Autre documentaire, autre contexte diffusé hier soir sur Arte, mais restant disponible comme l'ensemble de la programmation sur arte.tv, Enfants du hasard. Et là, on va comprendre que justement, il s'agit de raconter aux enfants de cette classe, par leur professeur Brigitte, d'où ils viennent, leur histoire. Ça, c'est l'école. Voilà. Alors là, qu'est-ce que vous avez? Le charbonnage. Le charbonnage, la colline. Oui, ok, on est bien d'accord. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi y a-t-il autant de nationalités différentes à Cherat? Parce que ce hasard, il a amené des centaines de travailleurs au fond de la mine et des travailleurs de toutes les nationalités. Si votre grand-père n'avait pas décidé un jour de quitter son pays pour venir travailler à Cherat, vous seriez en Turquie sur un banc à l'école en Turquie au lieu d'être ici avec moi. Voilà, c'est un film qui raconte l'insertion par l'éducation à travers une classe d'élèves musulmans et d'origine turque pour la plupart. Dernière rentrée dans cette école communale de l'ancienne cité minière de Cherat en Belgique avec Brigitte qui suit et connaît les familles depuis plusieurs années. Elle ouvre souvent la discussion avec ses élèves sur la vie aujourd'hui avec leur famille, comment ils envisagent l'avenir. Écoutons un extrait sur la question du voile. Toi, Baran, est-ce que tu veux que ta femme soit voilée plus tard? C'est vrai, toi, tu es un garçon, donc tu peux nous donner ton avis de garçon, de futur mari. Quand tu seras marié, est-ce que tu veux une femme qui portera le foulard? Je sais pas, c'est son choix. Tu lui laisses le choix? Oui. Toi, tu la vois comment? Avec ou sans? Je sais pas. Avec, c'est notre religion, mais ça, quand c'est ça, elle est plus belle. Le rôle de l'école, il est, on l'entend à travers cet extrait aussi important qu'on le dit, hein, cette maîtresse qui les écoute sans les juger, les invite à exprimer leur opinion. Qu'avez-vous, vous, retenu de vos échanges, que ce soit en milieu scolaire, dans les hôpitaux, dans les quartiers populaires où vous les menez aussi, de l'importance des mots, de mettre en mots ce qu'on pense, ce qu'on vit? Moi, je fais des ateliers d'écriture. J'ai des ateliers, des masterclass d'écriture où je fais des échanges littéraires avec des volontaires. Et aujourd'hui, j'arrête pas de répéter qu'on ne s'est jamais autant écrit et lu qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'envoie des messages toute la journée, tous les jours, et on ne se rend pas compte de l'importance de ces échanges. On n'y accorde pas l'importance. Et donc, je fais savoir qu'à travers la manière dont vous parlez, la manière dont vous écoutez, vous pouvez vous changer et changer le monde. C'est juste donner une attention qui vous est très diffuse aujourd'hui, qui est très diffuse aujourd'hui. Donc, en fait, j'apprends la concentration sur ce que vous dites, sur votre réflexion, sur l'échange, en fait, le principal. C'est ce que j'essaie de partager, d'échanger. Donc oui, l'écriture, c'est ce pouvoir magique qu'on use assez mal. Savoir préciser son idée, savoir interpréter ce qu'on a en tête, le faire ressentir, partager l'émotion. Je veux dire, c'est un pouvoir magique. Mais ces paroles d'enfants, vous avez le sentiment, ou d'adolescents, vous avez le sentiment qu'en général, on ne les prend pas assez au sérieux? Bien sûr, bien entendu. Bien entendu, c'est pour ça qu'on ne s'entend pas, c'est pour ça qu'il y a toujours une fracture entre les générations. Et aujourd'hui, la fracture est de plus en plus proche entre les générations parce que les choses vont tellement vite. On parle de préadolescence aujourd'hui à l'âge de 12 ans, 11 ans, 12 ans, alors qu'il y a juste 10 ans, c'était inconcevable. Donc, oui, la communication aujourd'hui, c'est vraiment le principal. C'est vraiment le principal. L'école, pour vous, ça a été un lieu que vous avez investi, Oxmo Puccino, que vous avez perçu comme une chance, ou ça a été juste une étape un peu obligatoire dans votre vie? C'était une chance, mais pas du point de vue scolaire. C'était une chance au vu des rencontres que j'ai pu y effectuer, c'est-à-dire les camarades de classe ou les professeurs, parce que c'est toujours un professeur qui vous met cette graine en vous. Et vous entendrez souvent ça. Un passionné vous parlera toujours de ce professeur qui avait une attention particulière à vous accorder en cours. Donc moi, je n'étais pas très adapté pour le système scolaire, mais j'y ai trouvé mon compte. Apprendre, c'est un droit, celui de chanter aussi, si on vous écoute bien, Oxmo Puccino.
À ce père qui rêvait de fils diplômés, auquel on a si peu pardonné, toute une enfance à marmonner. Ceux qui se tirent dessus sont-ils paumés? Artiste à mon insu et le mépris, rappé à n'importe quel prix. Puis t'apprends comme tomber de balançoire, l'argent n'est pas une fin en soi. D'une descendance pauvre, ce qu'on cherche, c'est la fierté des nôtres. Ma rime, une femme jugée à sa jupe, le succès ne nous a pas assagi. Le droit de chanter. Les cas sociaux sont nés des silences coloniaux. Polyglottes multiples origines, quête identitaire, lyrique corrosif, ne pourra pas visiter qui n'a pas invité. On parle pas bien français et les stades remplis qu'on fait. Nos fans seuls complices, aussi loin qu'on puisse. Certains accueils me pincent les lèvres, rapper c'est être tristement célèbre. Le droit de chanter. Moqué car j'évite les gros mots, ça nique des mères, mais crains le mot homo. J'attends pas que le mal puisse me secourir, je chante l'amour, oui j'ai vu des gens mourir. Sans permission, guérir les âmes c'est mon ambition. Le cœur pour armoirie, ce n'est pas une plaidoirie, check ça. Le droit de chanter. Le droit de chanter. Le droit de chanter. Le droit de chanter. Voilà, c'est un droit révolutionnaire, celui de chanter aussi à Oxmo Puccino. À toute époque, oui. Voilà, qu'il faut conquérir, s'approprier et ne jamais abandonner. Vous prendrez le droit, vous, une fois encore, à Mérignac, tout bientôt, Lausanne, Strasbourg ou encore Toulouse, ça c'est demain. On pourra aussi vous retrouver à Paris à la Cigale les 8, 9 et 10 décembre prochains. Et à l'Olympia, ce sera le 30 mars 2020, à l'occasion de la sortie de ce nouvel album, Oxmo Puccino, La Nuit du Réveil. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. C'est donc vous, toute cette semaine, qui présenterez ce cycle de programmation Arte à hauteur d'enfant, à voir jusqu'au 22 novembre sur l'antenne de la chaîne franco-allemande, mais également à revoir sur arte.tv plein de documentaires, des fictions sur la question de l'enfance à travers des angles et des dimensions extrêmement différentes. On vous le recommande. Merci une fois encore aussi à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Deskovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, avec l'aide toujours précieuse de Sophie Marty et de François Bréhus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard avec Jacques Hubert et à la vidéo Jordan Fuentes. Très bel après-midi à tous sur France Culture. Merci.